Nous allons donc passer à l'intervention suivante, qui est celle de Madame Rouge-Ducos, qui est... je vais lire vos titres exacts pour ne pas dire de bêtises tout de même. Qui est donc chercheuse à la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945, secrétaire général donc au ministère de la Culture, qui va donc nous parler de vol et spoliation du patrimoine écrit pendant la Seconde Guerre mondiale, la recherche de provenance et ses enjeux actuels. Bonjour, mesdames, messieurs. Je suis très honorée de l'invitation de la Ligue internationale de la librairie ancienne. Et je remercie sincèrement les libraires Nicolas Mallet et Henri Vigne pour leur proposition d'évoquer les vols et spoliations du patrimoine écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe ? Pour vous dire qu'en fait, je ne vais pas vous exposer là une histoire des spoliations de livres pendant la période du national-socialisme, parce que bien sûr c'est trop long et complexe, mais plutôt un état de la recherche de provenance et des outils à disposition du marché pour repérer des livres spoliés et pour se faire aider dans ses recherches. Vous me connaissez pour certains en raison de mes fonctions précédentes, puisque j'étais conservatrice aux Archives de France, et là je m'occupais des acquisitions de manuscrits pour les Archives nationales et également des revendications d'archives publiques en main privée, mais aussi de tout ce qui concerne le trafic illicite. C'est-à-dire tout ce qui concerne les escroqueries liées aux manuscrits. Donc j'ai beaucoup travaillé pour le parquet financier de Paris et pour différentes brigades de répression de la délinquance financière. Je suis donc actuellement chercheuse à la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945. Ce service a été créé en 2019 au ministère de la Culture et pilote la politique publique de restitution des biens culturels en France, au carrefour entre les familles, les institutions culturelles et le marché de l'art. Alors, la prise en compte des spoliations antisémites, bien sûr, n'a pas commencé avec ce service et en 2019, mais bien avant. Au niveau international, c'est une prise en compte qui est édictée par la conférence de Washington en 1998. Donc, la Washington Conference on Holocaust Era Assets a réuni les représentants de 44 gouvernements, et ces pays ont adopté un consensus sur les biens spoliés entre 1933 et 1945 autour de principes non contraignants, donc non-binding principles, malgré les systèmes juridiques différents propres à chaque pays qui ont été reconnus. Alors, les 11 articles des principes de Washington cherchent à identifier mieux les biens et les personnes spoliées, à ouvrir les archives pour faire de la recherche de provenance et à trouver des solutions justes et équitables, just and fair solutions, pour la résolution des conflits et aussi quand les héritiers ne peuvent pas être identifiés. Ensuite, pour revenir à l'échelle nationale, pour la France, c'est depuis 1995 qu'il y a eu une reconnaissance par la France et son gouvernement de la participation active du régime de Vichy dans le processus du génocide, ce qui a entraîné une politique de réparation des spoliations antisémites qui prend la forme d'indemnisation quand les œuvres ou les biens ou les livres ne sont pas localisés, ou de restitution.
Alors, je ne m'étends pas sur le processus, c'est le mécanisme de restitution, parce que c'est beaucoup trop long, mais vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces explications sur nos pages web du ministère de la Culture. Je dirais que la prise en compte des livres et des archives dans les circuits de spoliation a été, comme vous savez, plus tardive que pour les œuvres d'art. Les œuvres d'art ont pris toute la lumière et les livres sont venus un peu après. On dénombre environ 5 millions de livres spoliés et perdus en France, de 5 à 10 millions d'ouvrages, contre 100 000 œuvres d'art réputées spoliées, mais c'est un minimum. Donc on voit qu'il y a une masse de livres qui ont fait l'objet de ces spoliations pendant la guerre en France et en Europe. On en a retrouvé 2,4 millions seulement, donc on voit qu'il reste encore des livres non restitués malgré l'effort de restitution de l'après-guerre. Donc certaines personnes qui avaient été spoliées ou certaines institutions ont pu retrouver leurs livres, mais pas toutes. Certains livres dont on ne connaissait pas les propriétaires ont pu être attribués à des bibliothèques qui avaient été victimes de bombardements ou de destruction. Et puis d'autres ont pu être vendus par les domaines. Donc on voit bien qu'on peut retrouver ces livres spoliés à la fois dans des institutions publiques et puis sur le marché. Le domaine des livres spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale a bénéficié de recherches depuis les années 2001 avec les travaux de Patricia Kennedy Grimstead pour les pays de l'Est et les travaux pionniers de Martine Poulain en 2008 pour la France. L'identification des livres spoliés par les bibliothèques françaises s'est aussi développée depuis 2013, donc à la Bibliothèque nationale, à l'Institut national d'histoire de l'art, à la Bibliothèque de la Sorbonne et dans bien d'autres bibliothèques. Alors, je ne vais pas m'attarder sur leurs travaux parce qu'ils sont publiés dans l'ensemble de ces ouvrages. Donc, voici le livre de Martine Poulain, Livre pillé, lecture surveillée, qui a vraiment fait date pour relancer cette recherche sur les livres spoliés, que ce soit dans les bibliothèques ou sur le marché en France, et qui a enclenché toutes ces études dans d'autres bibliothèques du pays. Alors, je reviens simplement sur les différentes formes de spoliation de livres pendant la période du national-socialisme, parce que c'est très important vu qu'il s'agit d'une spécificité de cette période. Bien sûr, là, je ne vais pas parler des prises de guerre de la soldatesque que vous connaissez, qui existent à chaque conflit. Mais bien sûr, elles ont aussi eu lieu pendant cette période. Mais je commencerai par évoquer d'abord le vol et le pillage par différentes officines nazies intéressées par la prise des ouvrages, la saisie des ouvrages. Donc d'abord, celle que vous connaissez certainement et qui est la plus célèbre, c'est l'Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, l'équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg, installée au 54 avenue d'Iéna, spécialisée sur les biens culturels et qui a aussi pillé des livres et des archives, notamment plus de 6000 bibliothèques volées en Europe. Puis, en 1942, Rosenberg met en avant une nouvelle opération de pillage imbriquée avec l'ERR, qui est la Möbelaktion, donc l'action meuble, dirigée par Kurt von Baer, et sous l'égide de la Dienststelle Westen, qui va œuvrer à Paris et sur tout le territoire. Et ce service va piller environ 40 000 appartements rien que sur Paris à partir du printemps 1942. Alors, il s'agit là du pillage de livres plutôt courants et modestes. Et quand les livres étaient plus précieux, eh bien, ils étaient exfiltrés vers l'ERR qui s'occupait des biens rares et précieux. Et la Möbelaktion, plus des objets courants, meubles courants. Alors, on voit bien que cette Möbelaktion et cette Dienststelle Westen touchaient les domiciles des personnes juives persécutées, mais aussi les domiciles des francs-maçons ou des opposants politiques. Et il y a un véritable continuum entre la solution finale, qui commence en France à partir du printemps 1942, et la spoliation des logements et des livres. Donc ça, c'est vraiment une notion qu'il faut avoir en tête. Bien sûr, il y a différentes logiques à ces saisies de livres
par les nazis. Il y a des buts stratégiques. Ils prennent des documents utiles à la conduite de la guerre, des cartes, des plans, tout ce qui représente un certain savoir scientifique. Il y a également une logique nationaliste ou expansionniste, c'est-à-dire qu'ils vont viser les ennemis du Reich, le soi-disant complot judéo-maçonnique bolchevique. Donc on va viser les livres et bibliothèques des loges maçonniques, les livres des opposants politiques, communistes, syndicalistes, les bibliothèques des émigrés d'Europe de l'Est notamment. Et puis, bien sûr, il y a la logique antisémite. Ensuite, vous avez les vols, je dirais, légalisés, d'apparence légale, en application de la législation de l'occupant ou de Vichy. Alors là, c'est là toute la particularité de l'époque, c'est qu'on va avoir des lois qui vont créer une inégalité entre les citoyens français. Et ces lois vont être des lois, par exemple, de dissolution des associations secrètes, des lois de déchéance de la nationalité ou des lois d'arianisation économique, si on reprend les termes du régime de Vichy. Donc là, la particularité, c'est qu'on va déposséder les personnes par des lois iniques. Et cette dépossession a une apparence légale puisqu'il y a une loi qui l'autorise. Et l'arianisation économique, bon, c'est un terme de l'époque, mais que vous retrouverez dans tous les documents anciens. Il s'agit de déposséder un propriétaire juif de son entreprise, de son commerce. Donc il peut s'agir de librairies, de maisons d'édition, mais de tout type de commerce où il peut y avoir des livres courants et professionnels et des archives courantes et professionnelles. Et donc, on va nommer un administrateur provisoire qui va se substituer au propriétaire dans le but d'éliminer l'influence juive de l'économie française selon la terminologie de Vichy. Par conséquent, ces administrateurs provisoires évincent les propriétaires, vont liquider certains commerces ou les vendre à des ariens, entre guillemets. Et puis, on a ces ventes sous la contrainte, dont vous entendez parler souvent pour des œuvres d'art, qui existent aussi, qui sont des ventes forcées, qui laissent souvent peu de traces et qui donnent, en fait, aux personnes qui persécutées l'occasion de pouvoir s'enfuir, de pouvoir financer leur fuite ou leur exil. Donc c'est une catégorie beaucoup plus compliquée à définir et qui fait souvent l'objet de beaucoup plus de contentieux judiciaires. Alors, la recherche de provenance sur les livres elles-mêmes et les manuscrits, bien évidemment, on sait tous, elle est complexe parce que souvent il n'y a pas de traces sur les objets où les traces sont illisibles. Et puis, bien sûr, quand elle concerne des objets en série comme les imprimés, c'est compliqué, mais tout ce qui va permettre de caractériser un exemplaire imprimé comme rare et unique va devenir indispensable et incontournable. Donc ça, vous savez bien sûr très bien le faire. Et donc, il s'agit de repérer tous les documents qui proviennent des vendeurs, que ce soit des inventaires de succession, des factures, des bordereaux d'adjudication, ou la vérification de l'histoire racontée sur le livre ou les archives par le vendeur. Les ex-libris peuvent apporter les noms des propriétaires spoliés, mais pas uniquement ceux-là, bien sûr, il y a plusieurs ex-libris possibles. Les tampons, ici je vous montre le tampon de la bibliothèque russe Tourgueniev ou de la librairie franco-polonaise, identifié par la bibliothèque des langues orientales à Paris. Et puis, on a des marques propres aux spoliations nazies, la marque de l'ERR que vous voyez à gauche, ou la marque de dépôt dans lesquelles les nazis ont pu rassembler ces livres. Donc ici, Tatzenberg en Carinthie, par exemple, TZB. Et puis, bien sûr, il faut croiser ces informations de l'exemplaire avec les registres d'entrée dans la librairie ou les registres d'entrée dans la bibliothèque pour voir sous quel vocable, sous quelles conditions sont entrés ces ouvrages à l'époque de leur entrée et acquisition. Et bien sûr, il faut aller ensuite vers les archives des spoliations, des restitutions ou des indemnisations qui permettraient de faire un lien éventuel avec une famille ou une institution qui a été victime de spoliation. Alors, voici, grosso modo, pas mal de ressources d'archives et de bases de données. Vous les retrouvez sur nos pages web de la mission au ministère de la Culture. Je vais vous parler de certaines bases utiles. Alors, on parlait d'éclatement des outils. Évidemment, là encore, on est dans l'éclatement permanent parce que toutes les ressources issues de la guerre, les archives issues de la guerre et des spoliations et des restitutions sont éclatées dans le monde entier actuellement. Donc, on ne peut pas faire autrement
que d'avoir ces ressources éclatées, mais il y a quand même eu énormément d'outils depuis plusieurs années. Donc là, je vous montre l'exemple d'une restitution récente, d'une spoliation qui avait eu lieu par l'ERR d'un fonds d'archives, celui de Michel-Georges Michel, un critique d'art, peintre et journaliste, qui a écrit une cinquantaine de titres, et notamment un livre à succès qui s'appelait Les Montparnasse, publié en 1929. Il a été pillé de toute sa collection de tableaux au 14 rue Clément Marot, dans le 8e. Il a pu fuir aux États-Unis, mais son appartement a été vidé de son contenu le 11 mars 1941. Donc il y a ces archives privées qui ont été volées, tapuscrits, correspondances, brouillons d'articles, donc des documents de travail, pas vraiment des objets de collection. Et puis sa bibliothèque aussi de travail avec des livres sur les arts, sur le spectacle, qui a été également spoliée. Mais il n'avait pas d'ex-libris par ailleurs. Alors, on voit ici ces cartons d'archives. Eh bien, ce sont ces archives qui ont été volées par les Allemands en 1941, puis saisies en Allemagne par les troupes soviétiques, rendues à la France par la Russie en 2000 et confiées par le ministère des Affaires étrangères à la Société des gens de lettres, une association visant à défendre le droit d'auteur. Et en 2020, cette Société des gens de lettres cherchait les descendants de Michel-Georges Michel pour restituer ses archives, et avec l'aide de la mission, cela a pu être fait. Donc ça illustre bien le sort de nombreuses bibliothèques et archives spoliées en Europe de l'Ouest, spoliées 2 fois, une fois par les nazis, puis une deuxième fois par les soviétiques lors de leur avancée à l'Est. Et une grande partie de ces ouvrages, pas tous, mais une grande partie de ces ouvrages sont encore parfois dans les anciennes républiques soviétiques ou en Russie. Alors, on peut identifier ces archives grâce à ce site de l'ERR Project, créé par Patricia Kennedy Grimstead, une chercheuse américaine dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce site a été créé sous l'égide de la Conference on Jewish Material Claims Against Germany, et il dépouille les livres, les manuscrits, les archives spoliées par l'ERR à des collectionneurs juifs, ainsi que les œuvres d'art, à partir des archives de l'ERR dispersées dans le monde. Donc là, on va avoir des ressources qui vont être rassemblées et qui vont éviter cet éclatement dont on parlait tout à l'heure. Il va y avoir le dépouillement des fiches d'enregistrement faites par l'ERR au moment du pillage, fiches qui sont désormais conservées aux archives nationales américaines. Il va y avoir aussi la numérisation et le dépouillement des listes de saisie de l'ERR et des photos de l'ERR qui sont conservées au Bundesarchiv de Koblenz, qui vont être associées sur ce site et numérisées. En plus de ces archives numérisées et dépouillées, ce site regroupe les listes établies par l'ERR d'individus et d'organismes à spolier de leur bibliothèque, soit 10 listes qui sont actuellement dispersées dans le monde et qui donnent un état des saisies et des endroits où devaient être transportées ces bibliothèques. Par ailleurs, pour Michel-Georges Michel, eh bien, on voit comment sont indiqués les livres et les manuscrits à partir des éléments des archives de l'ERR. Eh bien, évidemment, ce n'est pas un document qui va être décrit après un autre, c'est un ensemble, lot de papier personnel. On voit la date de saisie et puis ensuite la date et le lieu de transfert à l'abbaye de Buxheim. Donc, c'est un outil que je vous recommande évidemment de consulter, puisque vous allez avoir, comme vous voyez ici, les lettres utilisées par l'ERR pour estampiller les œuvres et qui font le lien entre les œuvres estampillées par ces sigles de collectionneurs, suivis d'un numéro, et les inventaires où on les retrouve. Donc, c'est ces sigles qu'on peut retrouver ici avec les noms des familles ou des institutions spoliées. Alors, comme exemple de vente d'apparence légale, je vous montre la deuxième catégorie de vente, les ventes d'apparence légale. Eh bien là, vous avez des ventes d'arianisation. Eh bien, on va retrouver ça dans la Gazette de l'Hôtel Drouot ou dans des catalogues de vente aux enchères publiques. Souvent, elles sont indiquées comme biens israélites ou à la requête du commissaire gérant ou à la requête du liquidateur. Donc, à chaque fois que vous avez ces mentions, ça veut dire que c'est des ventes d'arianisation faites sous l'égide du commissariat général aux questions juives.
Mais malheureusement, évidemment, ce n'est pas toujours indiqué vente de biens israélites, sinon ce serait beaucoup trop simple. Il y a parfois des ventes où ces biens apparaissent et elles ne sont pas caractérisées. Et vous pouvez trouver des timbres-poste. Il y a eu une recrudescence de vente de timbres-poste pendant la guerre. Vous pouvez retrouver bien sûr des choses tout à fait courantes, du matériel de bureau. Et puis il y a eu donc des ventes de livres courants aussi par ce biais et d'entreprises qui ont été aryanisées et liquidées du fait des lois de Vichy. Tout n'est pas dans les catalogues de vente, bien sûr. Il faut souvent aller aux archives nationales pour consulter la liste des personnes dont les entreprises ont pu être aryanisées. Il n'y a rien en ligne pour des raisons de confidentialité des données personnelles. Ensuite, on parlait de caractère interne aux ouvrages. Et bien là, on a un exemple assez parlant de caractéristiques internes que sont les dédicaces, qui ont été déterminantes pour l'identification des livres de la bibliothèque de Georges Mandel, ministre de la Troisième République, arrêté, spolié, puis assassiné en 1944 par la milice. Et là, c'est un autre circuit de spoliation qui a eu lieu. Oui, voilà, c'est un autre circuit de spoliation. Ça, c'est la spoliation de l'ambassade d'Allemagne. Qui rejaillit ici. Donc vous avez ici une possibilité de voir apparaître Georges Mandel dans le répertoire des biens spoliés en France, un autre outil indispensable pour les livres, notamment le tome 7, que vous trouverez en ligne sur notre site. Et puis, voilà, il est à noter, donc vous pouvez trouver les mentions de restitution jusque dans les années 60, donc avec en rouge ce qui a été restitué, en bleu ce qui n'a pas pu l'être. Donc c'est quand même très important pour vous pour savoir si un bien déjà y figure et ensuite quel est l'état de sa situation jusque dans les années 60. Ensuite, voici la restitution par les bibliothèques de Berlin et de Dresde. Alors là, c'était un ouvrage mis en vente par Christie's en 2019 qui a dû être retiré de la vente parce qu'on a pu identifier que c'était un exemplaire qui appartenait à Louis Baer, administrateur des éditions Au Sans Pareil, donc une édition d'Apollinaire. Et on peut rechercher dans la base qu'a créée Martine Poulain du Mémorial de la Shoah, eh bien, les noms des personnes spoliées qui ont fait l'objet d'un dossier de réclamation après-guerre et qui ont été entrés dans cette base de données, donc en libre accès. Et ensuite, pour vérifier, on peut recourir au dossier qui se trouve aux archives diplomatiques. Et là, vous voyez, dans les listes réclamées par Louis Baer, eh bien, vous retrouvez Le Poète assassiné aux éditions du Sans Pareil de 1926. Ensuite, je vous parle d'une autre base très, très utile qui est une base Looted Cultural Assets, un projet fondé en 2016 par des bibliothèques allemandes et qui va référencer 32 000 références aux anciens propriétaires de livres et à leurs marques, Ex Libris, Tampon, etc. Donc c'est vraiment indispensable de la consulter aussi. Et enfin, je dirais que Lost Art, c'est aussi une des bases que vous connaissez, du Deutsches Zentrum Kulturgut Verluste à Magdebourg, qui recense des œuvres déclarées spoliées par leurs propriétaires, mais aussi des objets culturels qui peuvent se trouver dans des institutions et dont la provenance n'est pas complète ou incertaine. Donc on peut retrouver ici des livres, des manuscrits, des archives. Ça porte principalement sur des objets qui ont été perdus en Allemagne, mais aussi en Autriche, au Luxembourg, en Finlande ou en Ukraine. Donc je dirais pour conclure que vous pouvez retrouver l'ensemble de ces ressources sur tous les sites spécialisés sur les recherches de provenance pour la Seconde Guerre mondiale, mais aussi sur nos pages web, et qu'il convient vraiment de faire un travail en réseau, de rencontrer les différents professionnels du domaine et spécialistes, car ce sont des questions compliquées et rien ne vaut l'échange, même si nous ne pouvons pas nous substituer à vous dans ces recherches, mais nous pouvons aider, et nous sommes bien sûr là pour vous aider à faire ces diligences qui correspondent à des obligations de moyens et non pas de résultats. Donc l'erreur est possible, on vous demande pas d'être des parfaits chercheurs de provenance, etc., mais d'avoir fait ces diligences et d'avoir pu en garder trace dans le travail de recherche sur les ouvrages que vous acquérez et que vous revendez. Je vous remercie.
Merci beaucoup à Isabelle Rouge-Ducos pour cette intervention. Et effectivement, il me paraît très important de préciser, comme vous l'avez fait, les outils et les méthodes à disposition des libraires. Et je pense, dans la recherche de provenance, hein, j'entends, et je pense d'ailleurs que la Ligue internationale du livre ancien pourrait tout à fait transmettre à ses membres la liste des bases de données que vous avez citées. C'est encore le plus simple pour nous d'avoir la liste des bases utilisables. Est-ce que quelqu'un aurait une question rapidement, parce qu'on est très en retard maintenant, ou vous voulez garder des questions pour la table ronde comme... On va garder des questions pour la table ronde, dans ce cas-là. Promis, on vous posera des questions avant la table ronde.